le ménage tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance pour votre aide. On est aujourd'hui victime des outils qu'on a mis en place et on en est victime, oui, enfin implicitement on les accepte. Sinon, il faut ne payer qu'avec des billets de banque, ne pas avoir de compte en banque, éventuellement faire vivre du troc et ne pas téléphoner, n'utiliser aucun moyen moderne en fait qui soit raccroché un tant soit peu à un outil de communication. D'attitude, la totalité de l'activité Internet d'un utilisateur en particulier. On peut savoir quelle image il a téléchargée, à quelle heure il l'a téléchargée et sur quel serveur. Bien souvent, les gens me disent « Est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société désormais déterminée par le Big Brother ?» Je réponds toujours que je n'ai pas cette crainte-là pour une raison simple, c'est qu'on y est déjà. Quand on voit tout ce qui se développe en ce moment, en sachant que pour beaucoup de ces évolutions, les textes d'application ne sont pas encore sortis. Donc on n'a même pas encore pu imaginer ce que ça allait donner. En plus, c'est mis en place, non pas dans la vraie vie, mais de façon un petit peu incolore, inodore et sans douleur pour les internautes qui ne se rendent pas compte des règles qui sont mises en jeu pour surveiller leur comportement. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel. Avant le 11 septembre, Internet était vu comme un réseau libre sur lequel tout le monde pouvait s'exprimer, un formidable outil de liberté d'expression. Après le 11 septembre, on l'a vu comme un outil qui avait servi aux terroristes pour s'organiser, donc un média dangereux. Il est parfaitement normal qu'un État cherche à poursuivre, éventuellement condamner les auteurs d'infractions. En revanche, l'État n'a pas à surveiller l'ensemble des comportements des citoyens en dehors de toute enquête judiciaire. Maintenant, aux États-Unis, les services de renseignement peuvent intercepter vos communications quasiment sans intervention judiciaire. À la fois, Internet, ça donne des outils fabuleux aux dissidents et aux journalistes pour s'exprimer, et à la fois, ça donne des outils fabuleux à ceux qui veulent les contrôler pour les arrêter. On s'est aperçu que Yahoo, depuis des années, collaborait avec la police chinoise pour arrêter des gens qu'on défend, pour arrêter des journalistes indépendants et des dissidents politiques. Les Chinois repèrent une adresse email suspecte. Quand ils voient que c'est une adresse Yahoo, ils disent voilà, donnez-nous accès à toutes les informations sur ce compte Internet. Et Yahoo, sans rien demander, fournit toutes les informations. En général, on ne va pas en prison simplement pour avoir surfé sur un site Internet. C'est arrivé en Tunisie avec le cas des internautes de Zarzis, qui eux ont été condamnés vraiment simplement parce qu'ils avaient surfé sur des sites islamistes ou jugés terroristes, entre guillemets. Mais en général, on est plutôt condamné parce qu'on a publié une information subversive sur Internet. Zarzis, c'était la ville où on habitait. Ils ont déjà mis des agents qui ont des spécialités en informatique et surtout en informatique réseau. Leur seul but, c'est de repérer des choses sur Internet, c'est tout. S'ils parlent de politique, d'islam ou quelque chose comme ça, ils seront directement en prison. Je suis sûr d'être surveillé sur Internet, même par la République française. Parce que j'avais une étiquette avant, on ne va pas me laisser comme ça. La loi sur la sécurité quotidienne de 2001 est une loi qui oblige les fournisseurs d'accès à Internet à conserver les fichiers log pendant une durée d'1 an. C'est-à-dire les fichiers log, là aussi, ce sont vos habitudes de consommation, de consultation sur Internet.
We all live in the age of information. Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information. Une fois de plus, on va chercher à justifier cela en disant qu'il faut bien lutter contre le terrorisme. C'est une évidence, mais à mon avis, les moyens qui sont mis en place, cela va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment la mise en place d'un système de surveillance généralisée des citoyens. Une mise en partage sur un réseau peer-to-peer, par essence, c'est l'ouverture à un public extrêmement large, et pas simplement à votre voisin de palier ou à votre cousine, du contenu de votre disque dur. Toute mise en partage illégale d'un fichier copié peut être détectée sur Internet. Et comme ce sont généralement des comportements répétitifs, il y a des chances significatives d'être vus par des systèmes de repérage. Techniquement, je laisse des traces. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Je pense que je suis, de ce point de vue-là, détectable facilement. Il y a des experts pour ça. Nous avons des batteries de serveurs qui sont à l'écoute de ces réseaux de téléchargement. Ouais, c'est la gendarmerie. Nous avons la capacité de détecter plusieurs centaines de milliers d'infractions par jour, si elles se produisent, évidemment. Fondamentalement, je ne me sens pas dans l'illégalité parce que la législation n'est pas très claire. Rien n'est fait pour... Il n'y a pas un moment donné où on vous dit stop. Et je n'ai aucune idée de ce que je risque du fait de ce genre de pratique. L'anonymat des machines n'existe pas. C'est-à-dire une machine est identifiable par son adresse. L'anonymat des individus est garanti par les fournisseurs d'accès Internet. Et cet anonymat ne sera ouvert que dans des circonstances réglementaires et juridiques très particulières. Ici, on a l'original qui est donné par le client, et ici, on a les contenus qui sont trouvés sur Internet. Donc là, par rapport à l'original fourni par le client, on a ici une copie miroir qui a été retournée horizontalement. Ça permet de piéger les radars du pauvre. Nos radars, eux, sont capables de reconnaître ce type de contenu. On parle de milice du net ou de police parallèle du net. Ça n'est absolument pas le terme approprié. Il faut nous comparer aux radars automatisés le long du périphérique. Votre voiture avec les mal garés. Le modèle qui est en train de se mettre en place, ça n'est plus le système police-justice, c'est le système éditeur de logiciels, éditeur industrie culturelle et société privée de recherche des contrefaçons sur Internet. Lorsqu'un utilisateur vide ses données, en fin de compte, il efface que la première lettre de son fichier et le fichier est toujours entièrement présent sur le disque dur. En tant qu'expert à la Cour d'appel de Paris, je reçois une ordonnance de commission d'experts de la part d'un juge d'instruction et il me cite les scellés que je vais avoir à analyser et la mission qu'il me demande d'accomplir. Alors on a ici un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus standard. Vous constaterez qu'il y a une description effectivement du cas, hein, et j'ai même un scellé à la cire, donc c'est très traditionnel, mais c'est suffisant pour protéger l'intégrité de l'équipement. Un disque dur effacé peut être récupéré, un disque dur formaté peut être récupéré, un disque dur qui a été abîmé par un virus, un disque dur qui a été abîmé par quelqu'un qui voulait cacher de l'information, oui, on va récupérer. Le disque dur est structuré avec un index et des données. Ce qu'on cherche, c'est accéder aux données qui existeraient encore, et on le fait grâce à l'examen des index qui existeraient encore, ou bien on répare les index. On peut tout retrouver ce qui a été fait sur un disque dur, que ce soit les fichiers qui ont été créés, modifiés, accédés ou effacés. Alors là, on va partir sur une date au hasard, donc en 2002, le 11 septembre 2002. On va augmenter la recherche pour aller plus précis. Alors, à 15h19 et 12 secondes, il est en train de regarder un fichier qui est effacé.
Voilà, donc le gars là était en train de consulter justement un fichier Word avec des liens Internet. Et j'ai même été rechercher le lien Internet qu'il était en train de consulter dans le fichier Word. Voilà, il est en train de rechercher sur Nicolas Copernic. Si vous envoyez un email, effectivement, une lettre d'abord. La lettre, déjà, quand vous l'écrivez, laisse des traces sur le disque dur. Cette lettre, ensuite, vous allez la mettre dans un email, par exemple. Cet email laisse une autre série de traces sur le disque dur. Vous envoyez ça avec votre messagerie. Il y aura même des traces qui seront sur des serveurs de messagerie sur Internet. Comprenez bien que si vous voulez effacer quelque chose, il va forcément rester des traces. Lorsque l'on surfe sur Internet, eh bien, on va laisser tout un tas de traces qui, lorsqu'elles sont regroupées, peuvent permettre de savoir quels sont les goûts, les habitudes, la catégorie socio-professionnelle, les opinions politiques et religieuses des utilisateurs pour pouvoir ensuite leur communiquer de la publicité plus ciblée et vendre ses profils consommateurs. Les banquiers stockent de l'information privative sur vous et ils n'ont pas le droit de le faire et ils le font parce qu'ils font comme tout le monde. Ils ont votre dossier, donc pour le bon suivi du dossier, quand il sera transféré, on met une petite note sur globalement votre état de forme, si vous êtes plutôt quelqu'un de sympathique ou de désagréable, plutôt comme ci et plutôt comme ça. Et les dérives, on les aura de toute manière, et je ne vois pas comment on peut empêcher, simplement parce qu'on s'appuie sur des supports qui peuvent être réutilisés pour d'autres objectifs. It is no longer safe to transmit information. Phones, computers and satellites are all vulnerable. Sur l'Internet, on a les mêmes criminels que dans la réalité, si je puis dire, simplement le champ d'action est démultiplié. Les logiciels espions sont aujourd'hui disponibles sur Internet, donc les utilisateurs sont capables de prendre la main sur des machines d'autres particuliers. D'un simple clic, je vais pouvoir me connecter à la machine de la victime ici présente. Je tombe sur le bureau de l'utilisateur, je vois exactement ce qu'est en train de faire l'utilisateur, et là j'ai accès à toutes les données qui sont présentes sur le disque dur de la victime. Les gens susceptibles d'utiliser ces outils sont de deux types. Vous avez le jeune hacker qui souhaite prouver au reste du monde qu'il est capable de prouesses techniques, et vous avez l'organisation mafieuse qui utilise ces outils-là pour essayer de récupérer des données sensibles afin de les revendre sur Internet. Soit pour une opération de spamming, c'est-à-dire d'envoi de masse de publicité non désirée, soit pour aller, je dirais, en complément du phishing. Le phishing, c'est l'envoi d'un email se prétendant être d'une banque, d'un opérateur télécom ou d'un site d'enchères et qui va demander à la personne son identifiant, son mot de passe, son numéro de carte bancaire, son code confidentiel. Le phishing, c'est ni plus ni moins que de faire passer un site pour un autre, de collecter de l'information personnelle concernant les gens, donc qui peut être de l'information concernant leur vie privée, leur compte bancaire, des codes d'accès à des informations qui leur sont propres. Moi, je me suis fait piéger sur Internet. Sauf à être un tout petit peu informé, sinon vous tombez dans le piège. Et on ne va pas vous voler beaucoup, on va vous voler 20 €, 30 €. Vous allez évidemment vous dispenser de porter plainte parce que les sommes ne sont pas assez significatives. Il faut prévenir les gens autant que possible, même lorsqu'on reçoit un programme envoyé par un ami. Celui-ci n'est peut-être même pas au courant qu'il vous a écrit un mail, puisque c'est un virus qui se trouve sur sa machine qui vous écrit. Il ne faut pas trop angoisser, mais une certaine méfiance saine est tout à fait utile. Somebody's been trying to hack in and compromise my identity. You think somebody got my information off the internal network? Don't worry about this. I'll clean it up. Les cybercriminels ont effectivement constaté que c'était simple pratique, facile à dérouler puisqu'on peut le dérouler depuis n'importe quel pays dans le monde et que par conséquent c'était un outil qui était probablement bien plus efficace que d'aller cambrioler une banque avec un bas sur la tête et un revolver à la main. This is about robbing the bank, isn't it? You have to do whatever they want. I spent 20 years trying to protect this bank. How do you expect to get in and out of here? You design the software. You find me a way in. Beaucoup de procédures de phishing, d'auteurs de phishing, passent par des filières russes ou bulgares. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont ces pays ou des personnes, des nationaux de ces pays qui sont derrière. La délocalisation complexifie bien sûr l'action judiciaire. Dans des pays où des données personnelles sont beaucoup utilisées pour s'identifier, pour accéder aux services sociaux par exemple,
comme en Amérique du Nord, ils ont tout de suite et très vite eu de gros problèmes de vol d'identité. Dans ces opérations de phishing, on va plus loin que de vous demander d'identifier un mot de passe. On va vous demander votre date de naissance, bien sûr le code confidentiel de votre carte, votre adresse. Et à partir de cet état civil, eh bien, on va pouvoir construire une identité qui permettra à des criminels eh bien, de pouvoir voyager. My name's Hope Cassidy. I just arrived from America and someone has taken my passport, my credit cards, my bank accounts, everything. Someone has taken me. Tomorrow you will be charged for a double murder. Là où les choses deviennent relativement dangereuses, c'est qu'on a l'impression inconsciente que parce qu'on se trouve en informatique, c'est-à-dire dans un monde formé de 0 et de 1, de oui ou de non, que l'on va pouvoir poursuivre 100% des infractions qui sont commises. Un logiciel intrusif, c'est un logiciel qui, sans qu'on connaisse sa présence, ou même si on connaît sa présence, on ne connaît pas forcément l'intégralité de ses fonctionnalités, ce logiciel va surveiller ce que vous faites et va envoyer un certain nombre d'informations à la personne qui l'a installé. Par exemple, Google Search permet de faire une copie provisoire pendant un mois du contenu de tous les ordinateurs que j'utilise simplement pour pouvoir me permettre d'accéder au contenu de tous ces disques durs. Oui, on vous trace, mais vous êtes tracé partout. Vous allez chez Auchan, vous faites vos courses. Si vous avez la carte Auchan, ils tracent l'ensemble de vos courses. Vous allez recevoir des lettres vous proposant des promotions sur des produits qui correspondent à votre profil. Vous êtes suivi partout, 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 partout. L'un des risques possibles, c'est que quelqu'un, par exemple un État, puisse chercher à distance, sans même se connecter sur son ordinateur. Il suffit de se connecter sur la copie qui se trouve chez Google pour recueillir un certain nombre d'informations. Pour moi, il y a un véritable danger démocratique. C'est pas comme ça qu'on fait dans une démocratie. Sur tous les sujets, on nous dit en gros, vous n'avez rien à cacher, donc vous devez être transparent. On a simplement une vie privée. Même quand on rentre dans une entreprise, on reste un citoyen. Les droits doivent s'appliquer à chacun d'entre nous. On doit avoir une forme de liberté, d'indépendance et d'autonomie. L'outil permet d'établir des statistiques et de générer des rapports. Par exemple, dans ma liste, je vais descendre, et à un moment, je vois qu'il y a des sites adultes auxquels on a tenté d'accéder. Pour savoir qui a essayé d'accéder à ces sites-là, ou quels sont les sites accédés, je vois que le premier, par exemple, c'est www.beachbaby.com. Si je veux savoir quel utilisateur a accédé à ce site-là, c'était Marc. C'est vraiment le Big Brother qui est en marche avec ces techniques. Et de façon, et c'est là que c'est d'autant plus dangereux, c'est que ça se fait de façon parfaitement invisible. C'est-à-dire que si on obligeait les gens à la sortie de leur marchand de journaux, un agent assermenté qui leur disait « Bon, vous appelez comment? Quelle est votre adresse? Vous lisez quoi ?» Là, les gens se révolteraient. Ça se fait de façon parfaitement incolore, inodore et sans saveur sur Internet, et les gens laissent faire. Je suis extrêmement vigilant vis-à-vis du droit et de l'Internet. Le droit n'est pas la démocratie. Contrairement à ce que l'on peut croire, le droit est un des composants de la démocratie. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. C'est le vrai. Brûlez-le. Le plus bel état de droit que la Terre ait jamais porté, c'est l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que le droit permet effectivement la démocratie, à condition d'ajouter quelque chose en plus. C'est sans doute quelque chose comme la liberté. Et c'est effectivement la crainte d'un État totalitaire qui a conduit à la création en France très tôt d'une commission informatique et liberté. Les sociétés dites évoluées se disent aujourd'hui que les usages promis et permis par l'ensemble du développement technologique doivent être mis en place. Et parfois nous disons, mais c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire.
Le problème de toutes ces nouvelles technologies, c'est qu'elles sont à la fois banalisées, complexes et presque transparentes. C'est-à-dire que finalement, on a le sentiment qu'on n'est pas surveillé. Il y a une banalisation parce que par la force des choses, chacun s'habitue. Quand il y a une caméra quelque part, les gens disent tiens, il y a une caméra. Bien souvent d'ailleurs, les gens ont une réaction qui est quasiment de l'ordre de l'intérêt ludique, ce qui est quand même extraordinaire. Et je pense que la racine de tout cela se tient dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une grosse difficulté, c'est que les jeunes générations, qui ont toujours connu, au fond, l'ordinateur dans leur vie, n'ont pas du tout la même préoccupation et la même vigilance à l'égard de ces questions. Le livre bleu, c'est une réalisation de la filière électronique. Nous nous sommes aperçus que en France, nous n'avions plus de grands programmes stratégiques depuis 30 ans. Donc nous avons voulu écrire des exemples de grands programmes stratégiques qui pourraient servir le pays et notamment les besoins des citoyens. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la naïveté des responsables, naïveté cynique, qui découvraient que les techniques de contrôle et de surveillance, semblait-il, n'étaient pas très bien accueillies dans les régimes démocratiques. En fait, on préconisait l'utilisation de ces techniques modernes de cartes à puce, d'identification et donc de biométrie dès le plus jeune âge, donc dès l'école maternelle. Alors ça a fait hurler, je dirais, quelques personnes en disant « mais c'est scandaleux, mais pourquoi vous mettez ça dès l'école maternelle, c'est de l'embrigadement, etc. » Leur idée était d'introduire de façon festive des machines biométriques qui permettaient aux enfants de découvrir que grâce à leur pouce, un fragment de leur corps peut ouvrir un établissement, peut ouvrir leur réfectoire. Pour des enfants, c'est assez merveilleux, d'autant qu'à cet âge-là, ils ne mesurent pas que eux-mêmes sont surveillés sans qu'ils se rendent compte en faisant cet acte apparemment anodin. Ce qui est contrôle de sécurité, de transport, d'identification, de toute façon, on est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes de santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, je dirais, biométriques. On peut tout récupérer par rendre un Big Brother sympathique et attrayant. La possibilité pour les entreprises, effectivement, au fond, d'essayer d'initier aux enfants à ces développements technologiques comme la biométrie pour qu'ils s'y habituent, en soi ne me pose pas de difficulté, à condition qu'on réserve une place pour la pédagogie de la protection des données. Car moi, ce dont je rêve, c'est de vivre dans une société dans laquelle les citoyens exercent leur propre droit à définir l'équilibre qui leur paraît acceptable. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est trop ou pas assez. Nous sommes avant tout des industriels et nous mettons en place les systèmes, les équipements pour servir la police, la justice et l'armée. Comment se passe l'évolution du discours? Comme s'il y avait une passion dans l'esprit humain effrayante pour la suspicion. Comment de la suspicion portée sur certains sujets, une société arrive à une suspicion généralisée. Le système biométrique nous permet d'avoir à la fois une sécurité de badgeage et un certain confort, puisqu'en fait, c'est difficile de perdre sa main ou son doigt, alors qu'une carte magnétique, ça se perd facilement. Nous, en tant que représentants du personnel, nous voulions une reconnaissance du temps effectué par les agents et la proposition qui a émané de notre direction en est arrivée à un système de flicage, en fait. La sécurité n'est jamais très très loin du flicage, puisqu'en fait, à un moment, il faut bien surveiller les gens. Alors cette surveillance, on peut la percevoir de manière négative. En général, des gens qui n'ont rien à craindre la perçoivent de manière positive, comme un supplément de sécurité. Dans beaucoup de petites entreprises, il y a très peu de moyens pour les salariés de réagir. On vous impose une nouvelle technologie, vous la refusez. On va vous expliquer que vous refusez de travailler, ou on va refuser, ou on va vous dire que finalement vous avez quelque chose à vous reprocher. Nous avons sollicité la CNIL et il s'avérait qu'il n'y avait eu aucune demande d'accord de notre direction à cette époque.
Il se trouve que la biométrie fait partie des exceptions dans la loi pour lesquelles il faut une autorisation de la CNIL. Alors le premier abus, ce sont toutes les sociétés ou collectivités locales ou autres établissements publics d'ailleurs, qui de temps en temps mettent en place des biométries sans avoir fait la procédure d'autorisation. La CNIL considérait que l'identification par l'empreinte digitale était quelque chose qu'on pouvait assimiler à une identification policière. Ce qui nous importait afin de protéger les agents face aux possibles atteintes aux libertés individuelles, c'était que ces mesures biométriques ne servent pas à constituer un fichier qui soit réutilisable à l'extérieur. On a finalement transigé sur le contour de la main parce que ça n'était pas assimilable à l'empreinte digitale policière. Si on nous pose le problème de l'utilisation d'une base centrale avec les empreintes digitales pour l'accès à un laboratoire de matières toxiques dans une entreprise, pour l'accès au tarmac d'un aéroport, à ce moment-là, ça peut se justifier. Donc on le voit, c'est chaque fois le critère de la proportionnalité qui doit s'imposer. La décision de la CNIL dont nous faisons l'objet a été une sorte de jurisprudence puisqu'un certain nombre de structures publiques ont ensuite utilisé cette jurisprudence pour leur usage personnel, en particulier beaucoup de mairies. Ça, c'est vraiment la gestion du temps, complètement. Voilà. On gère le temps avec ça. Je vous montrerai le logiciel, qui est un logiciel vraiment convivial, qui permet de gérer correctement. Les gens savent toujours où ils en sont. Les bornes biométriques, c'est-à-dire où on doit faire preuve de sa présence physique, soit par l'iris, soit par l'empreinte digitale, sont des outils qui ont tendance à se développer. On pose sa main, tant que j'ai pas serré tous mes doigts, voilà. Et une fois que j'ai serré mes doigts, ça passe. Voilà. Le fait d'utiliser des systèmes biométriques très élaborés, simplement pour surveiller le temps de travail, nous semble abusif. Là, il y a des systèmes de badges qui sont tout à fait classiques, qui doivent répondre aux attentes. Ce qui émanait aussi de notre direction, c'est qu'avec une carte, nous aurions pu tricher. On peut pointer avec une carte, mais cette carte peut être donnée à n'importe qui. C'est plus difficile avec une main, bien sûr. Et c'était un des buts qu'on a poursuivi, c'était effectivement d'éviter la fraude. Le fait de dire vous êtes tous potentiellement des voleurs ou des gens qui abusent, c'est pas quelque chose de légitime, parce qu'on doit avoir confiance quand même à ses salariés. Quand les gens savent qu'il y a un certain contrôle, même s'il n'est pas effectué, ils font attention, un peu plus attention. Donc ici, l'intérêt de cette convivialité, il suffit de double-cliquer pour arriver dans la fiche de sa journée. On sait ses badges, on sait son arrivée, on sait s'ils ont eu des congés, c'est écrit. Tout ça, on l'écrit dedans. On veut tout surveiller d'un salarié, on veut surveiller à la fois ses comportements. Et donc effectivement, on est soupçonneux vis-à-vis de lui, on lui fait pas confiance. Quelqu'un qui arrivera à 8h tous les jours pour commencer à 8h30, au bout d'un moment, on peut lui poser la question, pourquoi vous arrivez une demi-heure en avance tous les jours? Peut-être qu'on peut aller jeter un œil sur le téléphone, voir si la personne ne va pas utiliser le téléphone, le titre personnel. Non mais, voilà, il y a des raisons. Certains employeurs imaginent qu'on peut normer les salariés. Le problème, c'est qu'un homme, une femme, c'est pas une machine. Il a ses goûts, sa façon de voir la vie, les choses et son travail. Et les normes ne peuvent pas, sans provoquer de vrais dégâts psychologiques, imposer à une personne de nier sa personnalité. Toutes ces techniques modernes tendent à fortifier, à donner tous les arguments de la modernité à cette instance de surveillance. De façon négative, on peut se rapprocher de ce type de regard technique, scientifique, comme un regard qui met en danger la racine d'où naît en homme la parole, ce qui fait sa spécificité, comme le disait mon maître Lacan, d'être parlant. Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Il y a un premier danger lié à la biométrie, c'est que les éléments biométriques ne sont pas révocables.
C'est en sécurité informatique, on ne peut pas changer d'empreinte digitale ou changer d'empreinte rétinienne comme on peut changer un mot de passe. 3, 2, 1. Too bad, you gotta die. Le fait qu'on parle beaucoup de police technique et scientifique, de criminalistique dans les films, dans les séries, etc., donne des idées aux délinquants. Pour faire une empreinte digitale, on a besoin du couvercle d'une bouteille en plastique, de la colle ultra forte, une caméra numérique, ainsi que de la colle pour le bois et une colle spéciale qui n'abîme pas la peau. Il y a eu des exemples depuis des années avec des espèces de doigts en caoutchouc, etc., qui tiennent plus lieu du côté ludique de la chose, à mon sens, même si c'était des attaques avérées. Les systèmes biométriques ont évolué par rapport à ces menaces qui vont arriver et que l'on ne connaît pas aujourd'hui. In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, what you're capable of achieving. L'ADN, il faudrait qu'on puisse le comparer rapidement, en quelques dixièmes de seconde. En l'état actuel, la technologie n'existe pas. In a society where success is determined by science. Mais on peut très bien imaginer qu'avec des puces ADN conçues pour ça, on fasse ce genre de mesures biométriques. L'ADN, on laisse des traces ADN dans des pots qu'on abandonne. Et donc... Welcome to Gattaca. Bien avant la biométrie, le sujet disait à Freud « Je me sens observé, partout où je vais, on me voit, on me contrôle, on n'ignore rien de moi ». Et donc déjà l'esprit est préparé à rencontrer cette surveillance qui aujourd'hui s'incarne dans la réalité. Le passeport électronique répond effectivement à une exigence de sécurité, ou en tout cas à la mise en place de normes de sécurité pour réduire les risques de falsification ou rendre plus difficile, voire impossible, une contrefaçon. Les éléments qui ont été intégrés, ce sont bien sûr des éléments de sécurité physique, mais c'est aussi la puce électronique qui est désormais intégrée dans la couverture du passeport. La spécificité des photos que nous exigeons désormais pour la fabrication des passeports répondent à une norme de l'aviation civile internationale, exige à la fois des dimensions, mais également des attitudes pour permettre à terme que ces photos puissent être utilisées dans les techniques de reconnaissance faciale. Après le 11 septembre et puis les attentats de Madrid, c'est un besoin totalement régalien de protéger les citoyens français par rapport à des attentats de terrorisme. Et dans la sécurité, il est évident que l'électronique ou de biométrie font partie de l'arsenal pour améliorer encore la lutte antiterroriste mise en œuvre dans un pays comme la France et surtout comme l'Europe. Il faut lutter contre les délinquants, mais en revanche, la sécurisation totale, c'est un leurre, et c'est un leurre dangereux et très dangereux pour les libertés, pour la vie privée, pour la liberté d'expression, etc. Big Brother, c'est tout le monde des personnes. C'est-à-dire le Big Brother, en réalité, c'est une espèce de grand développement technologique que l'on met dans des usages qui peuvent être de toute nature, sous l'égide des exécutifs et des législatifs. Le marché électronique dans son ensemble croît de l'ordre de 7% par an dans le monde. Ça intègre tous les besoins des télécommunications, de l'informatique, de l'automobile. La sécurité, le marché de la sécurité doit augmenter plus fort que ça, et on peut estimer entre 10 et 20% par an. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment ? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer.
il n'y a pas de risque que les individus soient à terme tous identifiés par une puce qui serait placée sous la peau, peut-être à la naissance. Tout ça relève un peu de la science-fiction. RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Un tag RFID est constitué de 2 éléments, une puce et une antenne. Ces 2 éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette électronique ou le tag RFID. À partir de là, on va avoir un système émetteur ou récepteur qui va s'appeler la station de lecture, qui va permettre de communiquer avec cette étiquette et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Les informations qui sont dans la puce sont un petit peu celles que va vouloir l'utilisateur ou le client final. On va vraiment rentrer les informations qui seront propres au produit et qui vont pouvoir éventuellement dans le temps évoluer, donc ce sera vraiment le passeport du produit. On peut cacher les étiquettes RFID en les cousant dans la couture d'un vêtement. Elles peuvent aussi être dissimulées entre les couches de semelles de chaussures ou glissées entre les épaisseurs de carton des paquets d'emballage. Il est donc fort possible qu'il y ait une étiquette RFID sur quelque chose que l'on porte ou que l'on tient sans même qu'on ne le sache. Les applications RFID que l'on a depuis 10-15 ans sont sur des produits de luxe où là encore il y a un souci, je dirais, aussi de marquage et de contrefaçon. Le secteur hospitalier également a été une très forte demande. Et puis les grands secteurs comme le courrier, le tri postal, l'industrie du bagage. Le gros avantage de la technologie RFID, c'est qu'elle permet de stocker et de transférer des quantités d'informations beaucoup plus importantes que les étiquettes classiques, que ce soit des étiquettes code-barre ou des étiquettes imprimables. Donc pour nous, c'est tout à fait intéressant de pouvoir embarquer de l'information sous forme numérisée, de la faire voyager avec l'échantillon, de pouvoir l'échanger avec d'autres banques. Et puis, bien sûr, on a un problème qui est commun à toutes les informations médicales, qui est un problème de confidentialité. Il y a un certain nombre d'informations qui sont des informations médicales, qui ne doivent pas tomber entre toutes les mains. Et pour nous, donc, c'est important qu'un outil qui va faciliter le transfert d'informations assure néanmoins le respect de la confidentialité et ne puisse encore une fois être lu que par les gens qui y sont autorisés. Cette technologie est parfaite pour pister quelque chose ou quelqu'un. C'est très efficace pour un tel objectif. C'est pour cette raison que Walmart l'utilise pour suivre les paquets qui arrivent dans leurs entrepôts. Mais cela donne aussi aux compagnies la possibilité de suivre à la trace leurs clients. L'étiquette RFID peut se lire sans être vue. Plusieurs étiquettes RFID peuvent être lues en même temps, contrario au code à barre. Ce qui veut dire qu'on va avoir là une possibilité de lire toutes ces informations très rapidement sans voir l'étiquette RFID. Aujourd'hui, votre canette de soda et la mienne ont le même code barre. Avec les étiquettes RFID, chaque canette aura son numéro individuel et unique. Pas un objet sur Terre n'aura le même numéro. Quand j'achète une paire de chaussures, on peut savoir que l'article 308-247 correspond à la chaussure droite de Catherine Albrecht, car elle l'a payée avec sa carte de crédit à telle date et à tel endroit. Dans l'avenir, je pourrais être pistée. Si l'un des lecteurs d'identification RFID lit ce numéro, on verra qu'il correspond à ma chaussure droite qui se trouvait à tel ou tel endroit. On saura ainsi qu'il y a de fortes chances que je portais bien cette chaussure à cet instant T. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. Le problème, c'est la possibilité effectivement de doter des personnes de puces, je l'espère avec leur consentement. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est effectivement de savoir si nos concitoyens pensent qu'il est justifié, j'ai vu qu'en Espagne, par exemple, ça se faisait, de se faire implanter par une seringue une puce RFID pour entrer dans un club, un établissement quelconque.
Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Barra Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Pour la première fois, un dispositif électronique peut être encapsulé et implanté dans le corps humain sans risque ni effet secondaire. Rien qu'à Mexico, on dénombre 1 millier de personnes implantées, principalement pour des raisons médicales. Si j'ai par exemple un accident, les urgences ou les médecins de l'hôpital qui m'accueillent ont juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour récupérer automatiquement un numéro spécifique et unique de 16 chiffres. Relié à une base de données, ce numéro permet d'accéder aux données personnelles du patient, à son identité, comme son nom, son âge, son état de santé, ses antécédents, le type d'assurance dont il dispose, les données personnelles qui prévenir en cas d'urgence. Les implants et l'utilisation de ce dispositif existent depuis 2004. Nous avons donc déjà pas mal d'hôpitaux équipés, des assurances, également des cliniques privées, des consultants et des médecins privés. Je n'ai aucun doute, nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID.
Dans le futur, et je parle d'un futur très proche, on peut imaginer des applications avec des puces qui contiendront toutes tes informations personnelles, ton passeport. À Mexico, par exemple, où nous travaillons avec l'Institut fédéral électoral, la puce pourra servir à la fois de carte de lecteur, de carte de crédit. On peut aussi imaginer implanter une puce sur un enfant ou un adulte et installer des lecteurs un peu partout dans la ville, dans les boutiques, les édifices publics, etc. Au moment où la personne implantée passera à proximité d'un de ces lecteurs, le dispositif détectera automatiquement sa présence, puis transmettra l'information à une base de données qui permettra de localiser la personne en temps réel. Mexico a été précurseur sur cette technologie, grâce à une entreprise mexicaine et des ingénieurs mexicains pour des applications au Mexique. Il m'est arrivé une aventure assez incroyable quand même. On est venu, une quinzaine de personnes ou 12 personnes chez moi, un dimanche soir, pour m'enlever. Les enlèvements ne sont plus des histoires des rançons comme dans les années 70 et au début des années 80. Aujourd'hui, l'enlèvement est vu comme n'importe quelle autre activité. Au Mexique, il y a des gens, certains groupes de personnes, qui se sentent menacés plus que d'autres par l'insécurité, et essentiellement par les enlèvements. Ce qui a pour effet d'accroître les besoins de sécurité, et donc la création d'un marché de la sécurité développé par des compagnies privées. Dans certains cas, les entreprises ont proposé d'implanter des puces pour localiser les membres de la famille qui pourraient être éventuellement victimes d'enlèvement. Ils m'ont d'abord emmené dans la bagnole et puis après ils ont commencé à me palper. Alors je dis pourquoi tu me palpes? Oh ben on veut savoir si tu n'as pas un appareil où on puisse te détecter de n'importe où par satellite. Ici même à Mexico, les entreprises qui investissent dans ce type de puces implantables les offrent carrément, gratuitement. Et nous savons que les gens qui ont peur d'être victimes d'enlèvement, ceux que nous appelons les séquestrables, utilisent déjà la puce implantable. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Si vous êtes menacé, vous appuyez sur le bouton d'urgence de cet appareil de localisation qui n'est autre qu'un objet du quotidien. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez en 7 secondes une alarme et un appel téléphonique qui retentissent ici dans nos bureaux et provoquent automatiquement une réaction de nos services pour vous localiser avec une marge d'erreur de moins de 12 mètres. Le RFID et le GPS sont deux technologies qui ont déjà commencé à converger. À moyen terme, il y aura beaucoup plus de produits qui combineront ces deux technologies. Dans les années à venir, le développement du GPS et du RFID amènera de nouvelles applications qui répondront à de nouveaux besoins. Le plus probable, c'est que dans un futur très proche, on puisse implanter dans le corps humain une puce RFID équipée d'un GPS.
Pour l'instant, les gens utilisent cette technologie pour des raisons sécuritaires et de tranquillité. Mais je ne peux pas affirmer que ça ne changera pas, pourvu que nous ne connaissions jamais plus une situation comme celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la technologie a été utilisée contre l'humanité. Si c'était le cas, cela pourrait recommencer, c'est une possibilité. Quand les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur, ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. On entre dans une société où aujourd'hui on peut être surveillé par une caméra, on peut être écouté. Par la biométrie, on va pouvoir déterminer vos passages à tel ou tel endroit parce que vous en laisserez la trace. Et par l'utilisation des puces, par la géolocalisation, on peut tracer des personnes à distance. On sait où elles se trouvent, etc. Pris isolément, chacune de ces technologies est probablement maîtrisable. Mais personne ne sait dans quel type de civilisation nous nous retrouverons dans 10 ou 15 ans, lorsque tous ces systèmes-là se seront mis en marche, se conjugueront, se combineront. D'autant plus qu'il faudrait ajouter à cela toutes les législations nouvelles en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité, le terrorisme, qui chacune mettent en place des usages nouveaux de ces technologies, qu'il faudrait donc aussi envisager en même temps que les technologies elles-mêmes. Donc la difficulté, elle est là. Quel type de société ça nous donne dans quelques années ? Le ménage tout rendre propre. Nous devons repartir du début. Il nous faut une nouvelle chance. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous maintenant. Je vous remercie par avance pour votre aide.
On est aujourd'hui victime des outils qu'on a mis en place et on en est victime, oui, enfin implicitement on les accepte. Sinon, il faut ne payer qu'avec des billets de banque, ne pas avoir de compte en banque, éventuellement faire vivre du troc et ne pas téléphoner, n'utiliser aucun moyen moderne en fait qui soit raccroché un tant soit peu à un outil de communication. Évidemment, d'attitude, la totalité de l'activité Internet d'un utilisateur en particulier. On peut savoir quelle image il a téléchargée, à quelle heure il l'a téléchargée et sur quel serveur. Bien souvent, les gens me disent, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une société désormais déterminée par le Big Brother? Je réponds toujours que je n'ai pas cette crainte-là pour une raison simple, c'est qu'on y est déjà. Plus standard, vous constaterez qu'il y a une description effectivement du cas, hein, et j'ai même un scellé à la cire, donc c'est très traditionnel, mais c'est suffisant pour protéger l'intégrité de l'équipement. Un disque dur effacé peut être récupéré, un disque dur formaté peut être récupéré, un disque dur qui a été abîmé par un virus, un disque dur qui a été abîmé par quelqu'un qui voulait cacher de l'information, oui, on va récupérer. Le disque dur est structuré avec un index et des données. Ce qu'on cherche, c'est accéder aux données qui existeraient encore, et on le fait grâce à l'examen des index qui existeraient encore, ou bien on répare les index. On peut tout retrouver ce qui a été fait sur un disque dur, que ce soit les fichiers qui ont été créés, modifiés, accédés ou effacés. Alors là, on va partir sur une date au hasard, donc en 2002, le 11 septembre 2002. On va augmenter la recherche pour aller plus précis. Alors, à 15h19 et 12 secondes, il est en train de regarder un fichier qui est effacé. Voilà, donc le gars là était en train de consulter justement un fichier Word avec des liens Internet. Et j'ai même été rechercher le lien Internet qu'il est en train de consulter dans le fichier Word. Voilà, il est en train de rechercher sur Nicolas Copernic. Si vous envoyez un email, effectivement, une lettre d'abord. La lettre, déjà, quand vous l'écrivez, laisse des traces sur le disque dur. Cette lettre, ensuite, vous allez la mettre dans un email, par exemple. Cet email laisse une autre série de traces sur le disque dur. Vous envoyez ça avec votre messagerie. Il y aura même des traces qui seront sur des serveurs de messagerie sur Internet. Comprenez bien que si vous voulez effacer quelque chose, il va forcément rester des traces. Lorsque l'on surfe sur Internet, eh bien, on va laisser tout un tas de traces qui, lorsqu'elles sont regroupées, peuvent permettre de savoir quels sont les goûts, les habitudes, la catégorie socio-professionnelle, les opinions politiques et religieuses des utilisateurs pour pouvoir ensuite leur communiquer de la publicité plus ciblée et vendre ses profils consommateurs. Les banquiers stockent de l'information privative sur vous et ils n'ont pas le droit de le faire et ils le font. Parce qu'ils font comme tout le monde. Ils ont votre dossier, donc pour le bon suivi du dossier, quand il sera transféré, on met une petite note sur, globalement, votre état de forme, si vous êtes plutôt quelqu'un de sympathique ou de actions par jour, si elles se produisent, évidemment. Fondamentalement, je ne me sens pas dans l'illégalité parce que la législation n'est pas très claire. Rien n'est fait pour... Il n'y a pas un moment donné où on vous dit... stop, et je n'ai aucune idée de ce que je risque du fait de ce genre de pratique. L'anonymat des machines n'existe pas, c'est-à-dire une machine est identifiable par son adresse. L'anonymat des individus est garanti par les fournisseurs d'accès Internet. Et cet anonymat ne sera ouvert que dans des circonstances réglementaires et juridiques très particulières. Ici, on a l'original qui est donné par le client et ici, on a les contenus qui sont trouvés sur Internet. Donc là, par rapport à l'original fourni par le client, on a ici une copie miroir qui a été retournée horizontalement. Ça permet de piéger les radars du pauvre. Nos radars, eux, sont capables de reconnaître ce type de contenu. On parle de milice du net ou de police parallèle du net, ça n'est absolument pas le terme approprié. Il faut nous comparer aux radars automatisés le long du périphérique. Le modèle qui est en train de se mettre en place, ça n'est plus le système police-justice, c'est le système éditeur de logiciels, éditeur industrie culturelle et société privée de recherche des contrefaçons sur Internet.
Lorsqu'un utilisateur vide ses données, en fin de compte, il efface que la première lettre de son fichier et le fichier est toujours entièrement présent sur le disque dur. En tant qu'expert à la Cour d'appel de Paris, je reçois une ordonnance de commission d'experts de la part d'un juge d'instruction et il me cite les scellés que je vais avoir à analyser et la mission qu'il me demande d'accomplir. Alors on a ici un ordinateur, tout ce qu'il y a de là où on habitait. Ils ont déjà mis des agents qui ont des spécialités en informatique et surtout en informatique réseau. Leur seul but, c'est de repérer des choses sur Internet, c'est tout. S'ils parlent de politique, d'islam ou quelque chose comme ça, ils seront directement en prison. Je suis sûr d'être surveillé sur Internet, même par la République française. Parce que j'avais une étiquette avant, on ne va pas me laisser comme ça. La loi sur la sécurité quotidienne de 2001 est une loi qui oblige les fournisseurs d'accès à Internet à conserver les fichiers log pendant une durée d'1 an. C'est-à-dire les fichiers log, là aussi, ce sont vos habitudes de consommation, de consultation sur Internet. We all live in the age of information. Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information. Une fois de plus, on va chercher à justifier cela en disant qu'il faut bien lutter contre le terrorisme. C'est une évidence, mais à mon avis, les moyens qui sont mis en place, cela va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme. C'est vraiment la mise en place d'un système de surveillance généralisée des citoyens. Une mise en partage sur un réseau peer-to-peer, par essence, c'est l'ouverture à un public extrêmement large, et pas simplement à votre voisin de palier ou à votre cousine, du contenu de votre disque dur. Toute mise en partage illégale d'un fichier copié peut être détectée sur Internet. Et comme ce sont généralement des comportements répétitifs, il y a des chances significatives d'être vus par des systèmes de repérage. Techniquement, je laisse des traces. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Je pense que je suis, de ce point de vue-là, détectable facilement. Il y a des experts pour ça. Nous avons des batteries de serveurs qui sont à l'écoute de ces réseaux de téléchargement. Nous avons la capacité de détecter plusieurs centaines de milliers d'infractions. Quand on voit tout ce qui se développe en ce moment, en sachant que pour beaucoup de ces évolutions, les textes d'application ne sont pas encore sortis. Donc on n'a même pas encore pu imaginer ce que ça allait donner. En plus, c'est mis en place, non pas dans la vraie vie, mais de façon un petit peu incolore, inodore et sans douleur pour les internautes qui ne se rendent pas compte des règles qui sont mises en jeu pour surveiller leur comportement. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel. Avant le 11 septembre, Internet était vu comme un réseau libre sur lequel tout le monde pouvait s'exprimer, un formidable outil de liberté d'expression. Après le 11 septembre, on l'a vu comme un outil qui avait servi aux terroristes pour s'organiser, donc un média dangereux. Il est parfaitement normal qu'un État cherche à poursuivre, éventuellement condamner les auteurs d'infractions. En revanche, l'État n'a pas à surveiller l'ensemble des comportements des citoyens en dehors de toute enquête judiciaire. Maintenant, aux États-Unis, les services de renseignement peuvent intercepter vos communications quasiment sans intervention judiciaire. À la fois, Internet, ça donne des outils fabuleux aux dissidents et aux journalistes pour s'exprimer, et à la fois, ça donne des outils fabuleux à ceux qui veulent les contrôler pour les arrêter. On s'est aperçu que Yahoo, depuis des années, collaborait avec la police chinoise pour arrêter des gens qu'on défend, pour arrêter des journalistes indépendants et des dissidents politiques. Les Chinois repèrent une adresse email suspecte. Quand ils voient que c'est une adresse Yahoo, ils disent voilà, donnez-nous accès à toutes les informations sur ce compte Internet. Et Yahoo, sans rien demander, fournit toutes les informations.
En général, on ne va pas en prison simplement pour avoir surfé sur un site internet. C'est arrivé en Tunisie avec le cas des internautes de Zarzis, qui eux ont été condamnés vraiment simplement parce qu'ils avaient surfé sur des sites islamistes ou jugés terroristes, entre guillemets. Mais en général, on est plutôt condamné parce qu'on a publié une information subversive sur internet. Zarzis, c'était la ville